Bonjour tout le monde, on reprend enfin les vidéos après 4, 5, 6 semaines de vacances. Et donc on recommence avec, pour cette semaine, 3 vidéos mes lectures parce que pendant mes vacances de YouTube, j'ai pas chômé, j'ai lu beaucoup de mangas et je vais faire 3 grosses vidéos où il va y avoir une bonne dizaine de titres à chaque fois. Donc j'espère que vous êtes prêts. On commence tout de suite avec ce premier mes lectures et donc comme d'hab, je vais parler de manga, de BD, de comics, enfin là surtout de manga. Ça va spoiler tous les titres, donc si vous n'êtes pas à jour sur un manga en particulier, fuyez pauvre fou. Et de toute façon, vous avez la petite ligne là ici qui va vous dire à quel moment je parle de quel manga et pendant combien de temps. Voilà, on commence maintenant. Kingdom, tome 47, et ce tome là, donc, qui est donc le second tome du grand arc de l'attaque de Zao, c'est le tome qui marque le moment où je me suis arrêté dans Kingdom. Pas parce que c'était mauvais, c'est surtout que Meian avait annoncé le manga, donc je lui ai dit, quelqu'un annonce, j'arrête le manga et je poursuivrai quand ça arrivera à ce moment-là. Heureusement, ça a duré que 2 ans, voilà, 2 ans d'attente pour arriver au moment où je me suis arrêté dans le manga il y a 2 ans, en fait, donc imagine 2 ans pour rattraper la publication japonaise de l'époque. Franchement, chapeau à Meian. Donc on est toujours dans l'arc de l'invasion de Zao. Il y a 3 moments qui m'ont bien marqué dans ce tome-là. Il y a déjà le moment où il y a Yontawa qui arrive avec son armée, qui envahit un château. Incroyable, le clan des montagnes, un truc de fou. Il y a le petit passage avec les frères archers qui est super cool en émotion, le fait que c'est leur première guerre et eux ils ont jamais été habitués à tuer des gens. Et il y a le passage où il y a Hussein qui cherche un plan, une nouvelle place forte. Et j'adore le passage où il se concentre, il est comme ça, dire comment je pourrais faire. Et derrière il y a un carnage qui se produit, impressionnant. Kingdom, donc je vais vous avoir un truc. D'habitude je lis les tomes toutes les 2 semaines, parce que comme je connaissais déjà l'histoire, je peux me permettre d'attendre un petit peu entre chaque tome. Et donc comme j'ai dit, ce tome là me marque le moment où je me suis arrêté dans la série. J'ai pas tenu un week-end, hein. J'ai enchaîné les 4 tomes d'un coup, tellement c'était trop bien, tellement je voulais savoir la suite. J'ai pas attendu 2 semaines à chaque fois, pas possible. Et donc dans toutes les lectures de cette semaine, il va y avoir une vidéo sur chacun des tomes de Kingdom. C'était trop bien, j'ai adoré. L'arc de Zao s'annonce oufissime, incroyable. Et on va en reparler dans les prochaines vidéos. En tout cas, ce tome-là commence super bien. Et Yontawa, best waifu quoi. Et maintenant, on va voyager un tout petit peu dans le temps parce que je vais parler de 2 titres de Cornelius qui éditent des mangas patrimoniaux. Et on commence avec Nonamba de Shigeru Mizuki, le roi des mangas de yokai. Nonamba, j'en avais déjà entendu parler en bien au rayon manga, j'avais déjà vu des trucs, un reportage sur l'auteur qui dessinait le manga ou qui en parlait, et j'avais vraiment envie de me le prendre. Introuvable, à prix normal, je l'ai pris d'occasion à 35 ou 40 euros. C'est super bien. Alors, c'est très différent de Gegege no Kitaro parce que Gegege no Kitaro, c'est vraiment très shonen dans l'esprit. Alors, pour l'esprit de l'époque, aujourd'hui, c'est plus vraiment dans l'esprit shonen, c'est vraiment très spécial Gegege no Kitaro, mais dans l'esprit où c'est un petit garçon, enfin, il y a un hybride yokai chelou Kitaro qui affronte des yokai et qui fait une petite morale. Là, il y a un petit personnage qui est censé symboliser Shigeru Mizuki parce que Nonamba, c'est une vraie personne qu'il a connue étant enfant. D'après ce que je me souviens d'autobiographie, de reportages, il disait qu'il a vraiment côtoyé une vieille femme qui lui racontait des contes sur les yokai, qui a nourri son imaginaire et son amour pour les yokai. Et donc là, c'est une sorte d'autobiographie de sa vie où il raconte ses aventures avec Nonamba, qui lui raconte des histoires. Il dit ah, tu marches bizarrement, t'as sûrement un yokai dans la jambe. T'as un bouton là, c'est sûrement un yokai dans ton front, etc. Il y a plein de petites blagues, ce qui fait que c'est vraiment des histoires normal, il n'y a pas de fantaisie, et en fait à chaque fois que le garçon comprend pas un truc, il imagine que c'est un yokai qui fait une bêtise. Point barre. C'est vraiment super bien, c'est super beau, c'est Shigeru Mizuki, voilà, après, il faut aimer son style, hein, c'est quand même un manga qui date des années 80-90, mais c'est vraiment super plaisant, et là, depuis que je me suis mis, j'ai fait les Yushiro Otsuge, j'ai envie de me faire les Mizuki qui me manquent, et l'autre auteur dont je vais parler dans quelques minutes. Et franchement, c'est super bien. Je vais continuer à parler de Shigeru Mizuki au moins dans un lecture par mois ou tous les 2 mois. Il y en a au moins 3 titres qui m'intéressent que j'ai pas encore. C'est Hitler, Opération Mort. Alors, je les ai ces 2-là, mais je les ai pas encore lus. Et il y a Copain comme Kappa, ou Mon copain le Kappa, que j'ai pas encore acheté. Donc je vais en parler dans les prochaines lectures. Guettez ça. Et j'ai aussi découvert Yoshihiro Tatsumi, qui est censé être le père fondateur ou l'un des pères fondateurs du genre Gekiga, qui est alors sorte d'équivalent ancestral au seinen.
Voilà, c'est vraiment le plus simple pour schématiser. Alors c'est un peu plus compliqué parce que les auteurs de Gekika se considèrent pas comme des mangaka, notamment, putain comment il s'appelle, j'ai vu son nom, c'est un auteur de manga de samouraï qui a fait Satsuma et les Lames du Kyudo, qui disait que lui il était pas mangaka mais Gekikaka, donc c'est vraiment des gens très spéciaux qui vraiment, on voulait proposer des histoires vraiment pour les adultes et pas pour les enfants, avec un style proche du manga mais vraiment avec une ambiance différente. L'Enfer, c'est une succession d'histoires courtes que l'auteur a dessinées entre 73 et 75, 76. Il y a aussi une histoire qu'il a écrite en 2003, donc il y a un peu de tout. Donc il n'y a pas un fil conducteur, c'est une succession de petites histoires courtes. Il y en a quelques-unes qui sont bien sympathiques, bien glauques, notamment la première, où c'est un journaliste qui croit en quelque chose, et après sa vision du monde est troublée, et il se rend compte que le monde c'est de la merde, ce qui fait que le titre L'Enfer porte bien son nom, et il y a des bons petits passages bien glauques. C'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est dur des fois par moment. Le passage avec le frère qui vole les culottes de sa sœur, c'était pas super bien. Après ça, j'arrête de parler de manga un petit peu bizarre, je le promets, j'ai parlé de shonen, de seinen connus. J'ai lu Palais Poli de Usamaru Furuya, j'en ai déjà parlé sur la chaîne de cet auteur, c'est l'auteur de l'Ichikari Club, de notre Ikari Club et de Je voudrais être tué par une lycéenne. Et donc Imasho a réédité en même temps que l'Ichikari Club Palais Poli, et je ne sais pas de quoi ça parlait. Et je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Voilà. Alors c'est un petit peu comme L'Enfer, c'est Nonomba. Enfin alors Nonomba c'était des petites histoires, des petites scénettes, il y avait un fil conducteur. L'Enfer c'est des histoires courtes. Et là c'est même pas des histoires courtes, c'est une page, une histoire. De 4 cases. Donc c'est une succession de pages, de 4 cases. C'est toujours le même découpage. Ça raconte des histoires qui... Il y a une succession, au bout d'un moment, il y a des histoires récurrentes. Il y a plein de petites histoires récurrentes, notamment il y a une histoire où t'as des mecs qui regardent un loquet de porte et qui discutent. Il y a l'histoire d'un petit garçon complètement what the fuck qui va atteindre l'illumination de Bouddha. Il y a quoi d'autre comme histoire? Ah oui, il y a l'histoire, une qui me fait marrer, c'est l'auteur lui-même qui écrit une BD. Il y a un fantôme qui vient lui foutre la merde sur sa BD, et c'est la planche qu'on est en train de lire. Ouais, c'est bizarre dit comme ça, mais il faut vraiment le lire. Palais Poli, comment dire, c'est vraiment une expérience à lire, c'est vraiment un truc très particulier qui joue beaucoup avec le média, avec le sens de lecture, le dessin, les références de l'auteur. C'est vraiment super intéressant, c'est à lire, et en plus il y a un super boulot, voilà, tout est en petit doré, c'est super beau, mais c'est vraiment très particulier. Si vous voulez découvrir l'auteur, je pense pas que ce soit la meilleure porte d'entrée, l'Ichikari Club, c'est son meilleur titre pour moi à ce jour, mais pas les polis, vraiment super intéressant, et j'en parlerai sûrement jamais à un moment donné dans ma vie parce que c'est tellement particulier et ça raconte tellement vraiment pas grand chose en fait, hein, mais c'est drôle, c'est bizarre, c'est étrange, c'est à lire. Si vous voulez un truc vraiment what the fuck, lisez ça, c'est vraiment très très bizarre. Allez, chose promis, chose due, on parle de trucs connus, L'attaque des Titans, tome 31. Waouh. C'est... Alors, je suis plus du tout à jour dans les scans japonais, j'avais rattrapé plus ou moins là où ça en était dans ce tome-là, et j'ai dit, oh c'est bon, Pika, ils ont un tome et demi de retard, on est quasiment à la fin, j'arrête de lire, et je vois les gens qui publient des trucs, je suis au courant de rien, je sais que c'est la merde en ce moment, et vu ce tome-là, c'est la merde, mais L'attaque des Titans, waouh. Honnêtement, si vous attendez la saison 4, mais vous êtes triste, votre vie est triste, parce que vous vous gâchez là, parce que là, vous allez vous faire spoiler la fin par des enculés. Je le sais, il y a des gens qui lisent les scans uniquement pour spoiler les mecs qui regardent que l'animé. Lisez le manga, c'est une super expérience là en ce moment, mais c'est un truc de ouf. Alors, notamment, je sais pas, enfin, il y a des passages... Si, un passage qui m'a vraiment bluffé, c'est quand il y a la petite... alors, c'est la cousine de... Putain, je sais plus son nom, c'est le titan cuirassé. Qui dit qui veut se venger des reines, et elle a la même pose que lui à un moment donné dans le manga où il dit c'est la fin, et il se recoiffe les cheveux, la même chose, et après il y a une scène où elle fait comme Sacha et elle protège la petite, j'ai dit oh c'est trop bien. Pareil, le retour de putain comment elle s'appelle le titan féminin, Annie, le retour de Annie, enfin après 50 tomes, enfin elle est sortie de sa coquille. Franchement, super tome, et ça annonce que du lourd. Bah, on va voir le grand terrassement qui commence là en plus dans ce tome-là. Enfin, qui avait commencé dans le tome précédent, et là ça y est, ça continue le grand terrassement. Et j'ai cru comprendre que c'était toujours pas terminé dans les tomes actuels, enfin les scans japonais. Ça va être ouf. Et alors, petite news que j'ai vu passer par là. L'auteur a montré la fin du manga dans une interview. Alors, il a montré la dernière page du manga qui raconte pas vraiment grand chose, hein. C'est vraiment
vraiment, c'est une dernière page de manga, donc c'est un peu limite le héros vers l'horizon qui part vers de nouvelles aventures. C'est pas ça, mais c'est dans le même délire. Voilà, tu peux pas imaginer la fin en voyant juste la dernière page. Parce que ça, c'est souvent genre, et il vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants. Point. Donc là, c'est juste, on voit un enfant sur le bras de son père, enfin sur l'épaule de son père ou de sa mère. Point. Et vu que c'est en crayonné, tu sais même pas si c'est qui le père, qui c'est la mère. Donc voilà, rien à dire dessus quoi. 9, tome 5, Tsutomu Takahashi. Putain, t'es un monstre. Ce tome-là, c'était une tuerie. Déjà, on a les origines un peu plus détaillées des enfants, qui est la mère, parce qu'on sait qui était le père, c'était Hitler, mais on sait pas qui était la mère, et qui était pour avoir enfanté... Alors, moi, je pensais qu'il y avait eu 13 femmes différentes, et non, c'est dit... Alors, soit j'ai mal compris, mais c'est une seule et même femme, qui avait des pouvoirs d'hypnose, de suggestion, ce qui fait que, bah, associé, alors... un peu la science-fiction là, associé au gène de Hitler, qui est un dictateur, c'est des affaires des super dictateurs. Ce qui est un peu le cas parce que la scène avec Neun qui harangue une foule, waouh, c'est pas super bien. Je sais pas vers où ça va aller, mais ça va aller vers un truc qui va être horrible. Je le sens, mais que Neun ça va mal finir pour elle. Enfin pour lui. À chaque fois que je le vois, je me dis que c'est une fille, et j'arrête pas de faire le cafouillage, parce qu'elle a vraiment une tête de gonzesse. Mais ça va mal finir cette histoire, c'est sûr et certain. Ça peut pas bien finir, c'est sûr et certain. Et Neun, c'est trop bien à lire, absolument. The Quintessential Quintuplet, ce nom est toujours aussi horrible à prononcer. Tome 4, donc c'est le tome qui marque la fin de la saison 1, donc on est toujours en plein cœur, enfin le gros tome c'est tout le camp d'été, donc c'est le tome commence avec le fait que les héros sont en retard, enfin le héros et les 4-5 sœurs sont en retard, et ils partent dans un chalet, ils sont ensemble, ils disent ouais mais il y a un autre groupe, et en fait c'est leur classe, ils les rejoignent, ils font du curry, ils font le truc de... Le parcours de la peur, il y a le fait que Ichika est avec le héros, ils sont ensemble dans un truc, ils ont Ken. Alors, en parlant du parcours de la mort, j'aime beaucoup le passage où Nino retrouve le héros qui a sa perruque blonde et dit « Oh, c'est le beau gosse que j'ai vu !» Et dit « Non, c'est le héros !» Et tout ce qu'a dit, c'est « Mais en fait, t'as juste envie de te faire frapper, toi !» A vu une racaille, en fait, dans sa vie. C'est quoi, ce genre de fille? Non! Arrête, chérie! T'es trop mignonne! Sors pas avec une racaille! L'autre, quand il fait je fume une cigarette, elle dit « Oh, il fume une cigarette, il est trop loupard !» Elle a l'impression qu'elle est en train de juter sur elle-même. C'est horrible ce que j'ai dit. Oh, putain! Je suis un monstre. Voilà, donc... et donc, ça se finit avec la fameuse scène où chacune des filles touche la main du héros. Et il y avait le truc en disant « Ouais, si un couple se touche la main pendant cette soirée, ils seront unis à jamais. Et donc, c'est laquelle? On sait toujours pas !» C'est le grand mystère. Ça continue et franchement j'aime toujours autant cette romance, c'est super bien, lisez, voilà c'est trop bien. Et dans une moindre mesure, j'ai appris que Kaguya-sama était terminé au Japon. J'espère vraiment que cette autre comédie romantique arrivera chez nous parce que franchement c'est super bien, les deux séries sont super bien et j'aimerais les avoir dans ma collection. Seven Deadly Sins tome 39, donc avant-dernier tome de la série, où... Alors comment ça se dit? C'est antépénultième si je dis pas de conneries, si je me souviens bien de mon dictionnaire. Rien à foutre, voilà. C'est Seven Deadly Sins, c'est... Je continue parce qu'il me reste que quelques tomes, mais c'est vraiment rien à foutre de la série. Là on a un gros tome sur Escanor, encore une fois. Au bout d'un moment, il faut que l'auteur, il avait déjà dit, je sais dans un reportage, qu'il avait peur d'introduire le personnage. Et ouais, il avait bien raison, le personnage n'a aucun intérêt. Moi je trouve qu'à part faire des mèmes, à part faire des punchlines, le personnage est pas intéressant. Là dans ce tome là en plus il y a son origin story, qui est la moins intéressante des Sins qu'on ait vu. Celle de Ban, celle de King, celle de Diane, celle de Gozer étaient plus intéressantes. Là, c'est « Ah, je me suis bagarré avec quelqu'un aux abarres parce que j'étais grand !» Waouh! Criminel! Super! Non, voilà, Seven Deadly Sins, c'est vraiment une chute. 12, j'en parlerai, je pense, je ferai un jour une vidéo dessus, mais et je relirai le manga, mais là, du recul que j'ai à l'heure actuelle, après, en lisant le toll, un peu les scans vite fait de temps en temps, et les tomes quand ça sort, j'ai vraiment l'impression, premier arc ouf, deuxième arc pas mal, et après ça se casse la gueule. Et je pense que si un jour je relis Seven Deadly Sins, je pourrais dire à quel moment ça s'est cassé la gueule. J'aimerais bien dire, ah, c'est là que ça s'est cassé la gueule. C'est mon but, c'est pour ça que je continue les mangas, pour faire une vidéo comme ça. J'ai aucun autre intérêt, mais c'est dommage, hein. Et j'ai vu aussi le one-shot sur le fils de Ban.
J'ai déjà même pas envie de commencer la suite de Seven Deadly Sins, là. Ça par contre, le manga, j'achèterai pas. C'est sûr et certain, je le prendrai pas, c'est clair et net. On va rester avec Nakaba Suzuki et son précédent manga, Blizzard Axel, donc le tome 5, avant-dernier tome de la série de patinage artistique par le papa de Seven Deadly Sins. Et c'est le jour et la nuit. Autant Seven Deadly Sins, j'ai aucune hype à chaque tome. Autant Blizzard Axel, je suis dégoûté qu'ils me disent qu'il me reste qu'un seul tome. Là, notamment, le passage, le tout début avec Carmen, où le héros et sa coéquipière vont s'entraîner sur l'histoire de Carmen, qui disent « Mais on peut pas faire cette histoire-là, c'est une histoire d'amour. » Et ils sont amoureux plus ou moins l'un de l'autre, mais ils veulent pas se l'avouer. J'adore le passage où ils disent « Attends, on va faire les répliques, mais on va changer le nom, on va mettre les nôtres. » Et il fait « Ouais, je t'aime, machin truc. » Et ils sont tout rouges en disant ça. C'est mignon, voilà, j'ai trouvé ça adorable. Et après, ils partent aux États-Unis. Ça annonce un arc final de ouf tournoi contre le démon. Voilà, ça a l'air pas mal. Le dernier tome, je l'attends avec impatience, même si je pense que il y a des trucs qui auraient pu être pas mal, parce que je pense que l'auteur, dans son imagination, voulait que l'héroïne revienne dans un arc plus tard. Mais vu qu'il reste plus que 2 tomes, je pense qu'il a dû précipiter son retour. Ce qui est dommage, parce qu'elle s'en va, et elle revient 3 tomes plus tard, ce qui fait que quand tu relis le manga, tu dis, bon, elle s'en va, ouais, pour 2 tomes, quoi, c'est pour s'en bat les couilles, quoi. C'est comme si dans... Je fais toujours des comparaisons avec One Piece, parce que c'est le plus simple pour moi. C'est comme si Vivi était revenu au début de l'arc Skipia, quoi. Il dit, oh, finalement, je reste avec vous, les gars. Tu fais, bah ouais, mais non, la séparation de Vivi, c'était un truc marquant. Et aujourd'hui encore, c'est marquant, parce qu'elle n'est toujours pas revenue dans l'équipage. Et elle reviendra jamais dedans, mais c'est ça qui est cool. C'est ça, le moment est émotionnellement fort. Là, le moment était émotionnellement fort, mais bah, vu qu'il reste qu'un seul tome, j'y crois plus trop, en fait. Je sais qu'elle va revenir en quelques chapitres, c'est ça qui est triste. J'ai pas envie de rajouter un petit peu de sel sur la plaie, mais voilà, faut que j'en parle parce que ça va découler de ce que je vais dire juste après. Je pense que tout le monde est au courant que le scénariste de Actage a été arrêté pour attouchement sexuel sur des mineurs, et donc Actage est arrêté au Japon et en France, ce qui fait qu'on n'aura que 2 seuls tomes. Ça m'a beaucoup touché, je suis un peu chagriné de cette fin de ce manga que j'aimais beaucoup, qui était l'un des meilleurs titres que j'ai lus de ce début d'année. Bon, avec le Covid, ça a été un peu compliqué, il n'y a pas eu beaucoup de titres, mais voilà, de ce que j'ai lu en nouveauté, c'était vraiment l'un des meilleurs titres. Et bah, pour noyer mon chagrin, j'ai commencé Shine. Alors, je vais en parler dans un manga show prochainement, je dis pas quand, et je voulais commencer à en parler. J'en ai parlé sur Twitter et sur Discord, donc si vous n'êtes pas là-dessus, allez-y, je parle souvent de mes nouveautés. Et sur Discord, j'ai relancé un petit peu la machine, il y a un peu plus d'activité, donc allez dessus. Twitter aussi, je suis quand même beaucoup plus actif qu'à un moment. Shine, j'ai commencé après la paire de Actage en France. C'est un manga, alors vendu en France comme un shoujo, mais au Japon c'est un shonen. Et en fait, les éditeurs français ont eu la brillante idée de le vendre en shoujo parce que c'est un manga sur le monde de la mode. Mais c'est un shonen pur jus. Voilà, c'est point barre. J'en parlerai dans mon manga à chaud, mais pour faire simple, c'est l'histoire d'une fille qui fait 1m58, qui veut être mannequin, mais pour être mannequin, ils disent qu'il faut faire minimum 1m75 pour concourir à Paris, ce qui fait qu'elle est beaucoup trop petite. Comme le personnage de Haikyuu, comme le héros de Kuroko, comme le héros d'Inomaru Sumo. Mais elle va quand même se battre pour être une super mannequin. Et on s'en parle à un garçon qui est pauvre et qui veut devenir styliste. C'est super bien, franchement, c'est ouf. Il y a un animé qui est sur Wakanim qui adapte pas tous les 8-9 premiers tomes. Alors on est à 8 tomes au Japon, enfin en France, et il va y avoir bien... L'animé adapte les 9 premiers tomes, mais il enlève certains trucs, il enlève des personnages, il simplifie les choses, ce qui fait que vous allez avoir une bonne vision de l'œuvre, mais il va vous manquer des choses. Donc lisez le manga, regardez l'animé, faites ce que vous voulez. Là, on est en plein dans un arc tournoi de ouf, où ça balance des techniques spéciales. Alors, pas à la Food Wars, pas à ce niveau-là, mais il y a vraiment cet esprit-là où ils font des techniques spéciales de stylisme, de mode. J'ai trouvé ça vraiment épique. Sans les Kamehameha et compagnie, hein, mais c'est super bien, ça m'a vraiment hypé, ça m'a vraiment... Il y a l'esprit shonen, voilà, qui est là-dedans, alors c'est de la mode. J'en ai rien à foutre de la mode, moi je suis habillé avec des haillons, qu'est-ce que je m'en bats les steaks, je mets des polos toute la journée, dans toutes mes vidéos je suis en polo et en t-shirt, qu'est-ce que j'y connais la mode, mais j'ai trouvé ça trop bien, donc à lire, et en plus j'adore les couvertures en mode magazine de mode, c'est super bien, il y a 8 tomes chez Nobinobi, à lire, franchement j'ai trop aimé, et je vais continuer à lire ce manga, et il y aura un manga chaud dans pas longtemps, c'est sûr et certain. L'enfant et le maudit tome 8, je pense vraiment qu'avec ce tome là on s'approche de la fin du manga, parce que là, avec ce qui se passe dans ce tome là, je vois pas trop comment l'histoire peut encore avancer. Alors, il peut y avoir encore quelques tomes, mais on arrive vraiment à un point hyper important. Le passage où Shiva va devenir une maudite, que le professeur va lui donner son âme pour qu'elle soit guérie, ce qui fait que le professeur perd la boule, il lui perd la mémoire.
Je me dis, bah ouais, mais le professeur va plus pouvoir être là, donc le titre L'Enfant et le Maudit va plus avoir d'intérêt, va plus être intéressant et intelligent. Donc à voir comment ça va évoluer, mais waouh, là je pense que c'est un tome de point de non-retour, je sais pas comment ça va avancer. Autant les 2 précédents tomes, j'étais un peu ventre mou, je trouvais que ça avançait pas vraiment, que ça se passait... C'était un peu chiant par moments. Là, j'avoue que l'auteur m'a redonné envie de poursuivre L'Enfant et le Maudit. Donc je vais continuer encore quelques tomes. Et c'est vraiment super bien. Alors je crois qu'il y a un OAV dessus, mais je crois que c'est pas encore sorti. Enfin, je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, L'Enfant et le Maudit, c'est super beau. Les pages sont vraiment bluffantes à lire. C'est trop bien. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Demon Slayer, tome 10. Donc on est toujours dans l'arc de Tengen Uzui contre la 6ème lune supérieure. Donc dans le quartier des prostituées, le quartier des plaisirs. Super tome, super combat. En plus, ça y est, l'auteur balance un gros pavé dans la mare avec le fait qu'il n'y a pas qu'un seul pilier supérieur à chaque fois, mais il y en aura plusieurs. Et que là, le truc qu'on avait, la fille qu'on avait vue n'était pas la lune supérieure, mais juste un de ses sbires. Et tu dis waouh, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont affronter une lune supérieure, il va y avoir des sbires à affronter en plus. Spoiler, oui. Voilà, parce qu'en même temps, ils ne vont pas affronter à chaque fois 10 contre 1 mec, forcément, il faut qu'il y ait des alliés. Et donc, il y a ce système-là qui est mis en place. En plus, la lune supérieure, la vraie lune supérieure, elle est vraiment dégueulasse avec son corps. Mais ça ressemble à rien du tout. Franchement, super tome. Demon Slayer, on est pas loin de la moitié. Et là, on rentre vraiment pour moi dans les super arcs. Là, l'arc de Tengen Uzui, je l'aime beaucoup. La lune supérieure, je suis pas super fan, mais en tout cas, là, les piliers vont arriver. Ils vont avoir des super arcs à lire. Franchement, Demon Slayer, on est dans du super bon à continuer. Voilà, c'était une partie de mes lectures du mois d'août. À dans quelques jours pour la suite avec encore une dizaine de titres. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!